Bon, pour l'instant, déjà. Alors, qui est-ce qui prend les micros? La demoiselle là-bas? Super, ils sont là, donc on vous laissera faire passer. Une caméra là-dessus, une caméra au milieu. Ça, je vois ce que je fais. On va se mettre plutôt là et là, de sorte à ce que les jeunes puissent voir. D'accord. D'accord, donc c'est pas loin ici. Je vais ouvrir le micro. Plus par là. Par là, parce qu'en fait, je voudrais pas filmer le desk, c'est pas joli. Bonjour. Ouais, c'est bon. Bon, il semble que tout le monde ou presque est arrivé. Alors, un tout petit mot d'introduction avant de démarrer l'atelier. Vous avez affiché toute une sélection d'une série de dessins de presse, voilà, de dessinateurs de presse, qui sont proposés par l'association Cartooning for Peace. Et il y a la déléguée générale de Cartooning for Peace qui est là. Elle va vous dire un petit mot pour juste donner le contexte et peut-être dire ce que c'est, Cartooning for Peace. Voilà. Profiter du... Bonjour, donc je suis Barbara de l'association Cartooning for Peace. Juste un petit mot, en fait Cartooning for Peace, c'est un réseau de dessinateurs de presse et dessinatrices de presse du monde entier. Ils sont aujourd'hui plus de 250, de plus de 70 pays, membres de Cartooning for Peace. Et tous se sont réunis pour défendre les valeurs de la démocratie, la liberté d'expression. Ils arrivent du monde entier, ils ont des cultures, des croyances, comment dirais-je, des positionnements politiques parfois très différents, mais surtout, disons qu'ils promeuvent le débat
et la paix par le dessin de presse. Voilà, donc je vous invite juste à regarder quelques dessins qui arrivent de Cuba, de Mexique, donc voilà, du monde entier. Bonne journée. Oui, vous pouvez éventuellement regarder sur le site Cartooning for Peace. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, et chaque semaine, il y a des dessins sur l'actualité. Donc aujourd'hui, sur l'actualité ukrainienne, sur l'actualité en Iran et partout dans le monde. Encore 5 minutes, c'est ça? Oui. Test. Et ben voilà. Un slogan et s'ils veulent pour améliorer le... On n'aura pas le temps à lire, je pense. On n'aura pas le temps de lire. Même pas. C'est vraiment une question bien sûr, on en parle même au temps. Alors, on les récupère, on les mettra sur le... Bravo. On commence à 10h30. Donc, là, on peut basculer le diapo. Là. Ça va? Est-ce qu'on peut basculer sur l'autre diapositive, s'il vous plaît? On a 2 diaporamas, on va basculer sur le diaporama de la séance. Et voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tous des lycées? Vous venez tous des lycées? Pas forcément. Quoi d'autre comme établissement?
Ah d'accord, ok. Je vais faire ma question différemment. Vous venez tous de Normandie? De Caen? De Dieppe? De Lisieux? Qu'est-ce qui reste encore comme... Rouen? Qu'est-ce qui vient de Rouen? Ah, voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié comme ville? Le Havre. Qu'est-ce qui vient du Havre? Ok. Donc c'est très sénomarin alors comme séance aujourd'hui. Et de Caen quand même, non? De Caen? Un petit peu au fond, là-bas. Ok. Bien. Bienvenue à toutes et à tous pour cette séance jusqu'à midi, hein, si j'ai bien retenu le timing. On va animer ce temps à trois. Donc moi, je suis François Laboulé. Je travaille dans une association qui s'appelle, avec mon collègue Théophile, qui va se présenter après, une association qui s'appelle SMEA, Centre d'entraînement méthode d'éducation active. On est plutôt spécialisé, d'où dans notre association, sur les questions d'éducation à l'image, au cinéma, à Internet, éducation médiale en général. Et puis on travaille avec beaucoup de partenaires, dont un des partenaires prestigieux qui est ici, l'association Savoir Devenir, mais Pascal va se présenter aussi. Si vous ne connaissez pas les CMEA, le métier premier, c'est la formation pour l'éducation. Peut-être la formation la plus connue, c'est la formation BAFA, ça vous parle. C'est pas dire obligatoire, mais qu'est-ce qu'elles sont BAFA ici, qui a passé? Voilà, donc ça parle à quelques-uns, la formation des animateurs, mais aussi des enseignants, des éducateurs. Etc. Et cette question d'Internet, nouvelles frontières, nouvelles ouvertures, nouvelles frontières, les traits posent aussi la question de la liberté d'expression, l'usage des réseaux sociaux, enfin tout ça, ça fait partie de nos préoccupations, de nos occupations. Un peu tous les jours, on fait de la formation et en particulier en Normandie, sur un dispositif qui s'appelle Éducation aux écrans. Il y a 90 établissements, là cette fois-ci sur l'ensemble du territoire normand, qui participent à ce dispositif et à peu près 11 000 jeunes de votre génération y participent. Voilà. Donc ça c'est le travail des CMEA. Juste Théophile, comme ça il va prendre la micro, Théophile. En 2 mots, hein, parce que tu as bien présenté les CMEA. Bonjour déjà. Théophile, je travaille avec François sur tout le volet éducation aux médias, à l'information et au numérique, au CMEA également. Voilà, donc on intervient, comme disait François, à la fois dans des établissements auprès de jeunes, mais aussi auprès d'enseignants, d'animateurs, sur des sujets comme les réseaux, la désinformation, le cyberharcèlement, voilà, et tant d'autres sujets très au fait, très actuels actuellement. Et je vais laisser la parole à Pascal. Ouais, je précise juste qu'Éducation aux écrans, c'est une action de la région Normandie. Donc il y a du lien aussi avec l'événement d'aujourd'hui. Et Pascal? Pascal n'est pas normande, je vous prie de m'excuser. Mais Savoir Devenir, donc je suis une partenaire historique, un des CME, on travaille depuis des années ensemble. Et nous, on est juste une toute petite association qui est accolée à l'UNESCO, à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Donc on travaille pas mal plutôt en recherche-action, en développement de ressources, de conférences, beaucoup de formations, mais plutôt des adultes, genre les cadres du ministère de la Culture, les gens qui font un petit peu, qui prennent des décisions. Et je suis ravie de voir des ingénieurs, parce qu'on intervient parfois en Master 2 d'ingénieurs sur des cartes, sur les questions d'éthique et de développement de nouveaux logiciels, applications, dans un sens plus porté par les valeurs de droits de l'homme. Donc moi je suis là aujourd'hui en accompagnement de mes confrères, notamment sur la question de droits de l'homme qui est au cœur de l'éducation aux médias, à l'information. Et je travaille sur ces questions-là en dehors de l'association, donc Savoir Devenir, qui a 4 ans, depuis 15-20 ans, plus à l'international, Commission européenne et un peu ailleurs. Donc avec une visée, si vous avez des questions plus sur ce qui se passe dans d'autres pays, on a 2-3 petites fenêtres sur l'international aussi. Voilà. Un petit mot sur les modalités du déroulé. On souhaite que ce soit le plus interactif possible avec vous. Donc, on a un petit diaporama qui nous sert de fil conducteur, mais vous restez ponctué de vidéos, de temps. On va vous donner la parole, vous poser des questions, il y a des quiz. Voilà. On s'interroge ensemble à partir d'un fil conducteur qu'on a essayé de ramener sur 1h30 le temps d'intervention. Évidemment, c'est un sujet où on pourrait y passer beaucoup plus d'heures. Il y aura des votes de temps en temps. On fera des votes à main levée, c'est-à-dire on se positionne, plutôt d'accord là-dessus, plutôt pas d'accord, ou mitigé.
Voilà, c'est vous donner l'idée que ne vous attendez pas à une conférence, parce que c'est pas l'idée, mais que ce soit un peu un récit, une histoire qu'on déroule en suivant ce que vous avez à l'écran, avec des petits temps de pause où on se questionne et on vous donne la parole. Voilà. De temps en temps, on parle aussi. On va lancer. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole, on a des micros. Alors il y a des micros normalement qui sont prêts à... Voilà, il y a un micro là-bas, là, et puis il y en a tout au fond là-bas. Voilà. Donc au moment où on vous donnera la parole, vous levez la main et puis les micros sont prêts à bouger. Voilà, juste 2 mots sur l'intention de cet atelier, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé depuis la création du web, les grandes utopies et puis les dystopies d'aujourd'hui, parce qu'on est tous beaucoup à critiquer ce qui se passe. Donc voir un peu le lien entre le rêve initial d'Internet, ce qu'il est devenu, et ce qu'on pourrait faire dans les années à venir. Parce qu'on est convaincu qu'on est quand même à un moment charnière où l'Internet doit bouger impérativement, avec des rêves qui ont été portés, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc on travaille aujourd'hui sur la question de frontières. Frontières, monde d'ouverture ou monde de fermeture. C'est un peu le sens du titre de l'atelier, on vous laisse réfléchir là-dessus. Vous savez qui est le créateur de l'Internet, HTML et compagnie, lien hypertexte, hein? C'était il y a très longtemps pour vous, je sais bien. Vous avez une notion de l'historique un peu de la création d'Internet et de l'utopie qui a présidé au tout début d'Internet. C'était une période très psychédélique, hein, très proche des mouvances californiennes hippies. Non? Eh bien, on y va. Est-ce que la régie peut lancer la... In terms of open standards is really important. Tim Berners-Lee est un expert mondial, non pas dans un, mais dans 2 domaines. Ce sont les deux, HTML, HTTP. Ils marchent parfaitement ensemble. Et c'est parce qu'ils viennent tous les deux du même cerveau. I think the most worrying threat is always somebody controlling the whole thing, and that can be a government or it can be a country, depending on where you are at what time. It may be a government or a corporation. Controlling can mean blocking, controlling can mean spying on people. It could be censorship.
or it can be spying, it can be that you know that you can get to any website you like, but when you do, the government will be watching you and will put you in jail if it thinks it concludes from the websites you go to that you may be a threat. So I think keeping the web open in terms of open standards is really important. Voilà. Il y en a qui connaissaient Tim Berners-Lee, cette histoire? Non? Je peux pas. Ah oui. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est pas inintéressant si vous voulez vous porter sur les origines du web, notamment parce qu'en ce moment, Tim Berners est en train de recréer avec le MIT un projet de nouvelle structure, on va entrer dans les détails, de nouvelles structures architecturales du web pour retrouver cette notion d'ouverture du web qu'on a complètement perdue avec notamment la commercialisation du web et son utilisation par les États. Donc on est en plein dans une charnière où il n'est pas impossible que d'autres formules du web au niveau technique, des architectures plus distribuées, etc., reviennent à l'ordre du jour. Donc pour ceux que le web intéresse au plan d'espace d'échange, d'espace de partage, etc., que ça intéresse, sachez que c'est quelque chose qui est susceptible de bouger relativement rapidement, ou pour le moins qu'il y a des tentatives par les dinosaures, enfin, du tout début du web, qui essayent de revoir un peu tout ça. On va se mettre un peu en jambe avec un petit quiz, c'est rapide, c'est juste pour constituer un petit peu sur les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Ça porte directement sur la vidéo qu'on vient de voir. À l'origine, Internet a été pensé comme un espace où je vous demandais de répondre à main levée. Alors si vous pensez que c'est la réponse A, libre, ouvert et transparent, vous pouvez lever la main. Ok. Une bonne partie de... On a des matheux là. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir nous aider à faire comme ça à main levée le résultat? Quelqu'un qui vienne par ici regarder le nombre de mains? Calcul mental? Ah, mademoiselle. Ça nous permet, nous, de regarder ce qui se passe. Si ce n'est pas tout à fait exact, on ne vous en voudra pas. Ouais, vous pouvez relever la main, très très haut. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est Ok, bon. plus de la moitié. Merci beaucoup. Réponse B, destinée à générer des profits. On parle des débuts d'Internet. Hein. Ouais, 3 personnes. C'est contrôlé par les États-Unis. Ouais. Ou D, toutes ces réponses. 3. Très bien. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, c'était la réponse A. Vous avez été la majorité à répondre. À la base, tu veux compléter, Pascal, parce que tu connais bien cette histoire? Non, mais très bien. Qu'à l'origine, Internet a été en effet pensé comme un espace, comme on disait, un peu calqué sur les utopies et les utopies des années 60 et 70, hein, un espace de partage, un espace de partage de connaissances surtout, voilà, qui soit régulé par les personnes qui contribuent en fait à son développement, hein, donc complètement décentralisé, pas contrôlé par des grands conglomérats, des gouvernements, des entreprises, que disait le monsieur qui était interviewé à la fin. Donc on est loin de la situation actuelle, hein, où on a certains grands conglomérats, en effet américains, et pas que. Qui en effet s'accapare aujourd'hui une grande partie des réseaux et des sites qui sont utilisés par des milliers voire des milliards de personnes à travers le monde et qui dans lequel gravite tout un tas d'informations, de données sur toutes les personnes qui utilisent ces réseaux au jour le jour. On va passer à la deuxième question. Attends, juste Ouais, sur la tu veux faire question un des petit contrôles complément par les États-Unis, on va peut-être insister là-dessus parce qu'on est au Forum pour la paix, sur les conflits, etc. À votre avis, le fait, on sait que maintenant, aujourd'hui, les réseaux sont contrôlés beaucoup par les États-Unis et d'autres puissances. À votre avis, quelle est l'une des raisons majeures techniques, hein, en termes de géostratégie, qui explique la domination des États-Unis sur le web tel qu'on le vit aujourd'hui? Le fait que les GAFA soient toutes dans la Silicon Valley, qui est aux États-Unis,
Voilà, donc en fait, on a deux gros phénomènes. On a le phénomène économique avec donc des GAFAM qui sont effectivement américains sous législation américaine, mais il y a une raison technique aussi qui est moins connue pour ceux qui sont curieux de cette question-là, qui explique pourquoi l'accès au web est inégalitaire et contrôlé par les États-Unis essentiellement, un peu l'Europe, mais surtout les États-Unis. Ce sont les serveurs racines. Vous connaissez un peu ça? Je vois que la demoiselle connaît un petit peu, je la vois hocher de la tête, mais vous êtes au premier rang. Je vous invite à aller voir ça d'un peu plus près, parce qu'en fait, si vous regardez une carte de la distribution des DNA, donc de l'origine, du lieu où se gèrent les pages Internet, il y a 13 serveuses racines. Ils sont 9 aux États-Unis, le reste en Europe. Et il n'y en a nulle part dans d'autres pays, type en Asie ou en Afrique. Donc on a techniquement, sans rentrer dans les détails, avec les serveurs racines, une mainmise des États-Unis sur la structure Internet, qui fait que demain, certains pays et certains continents entiers peuvent être déconnectés de l'Internet mondial du fait des États-Unis. Donc c'est ce point-là, dans un forum comme celui-ci, qui me semble important à soulever, le fait qu'on a une dépendance économique, oui, mais quand bien même les GAFAM feraient tous faillite, seraient remplacés par d'autres entreprises, d'autres pays, on a toujours une dépendance technologique et technique de la structuration du web par les serveurs racines et évidemment les câbles sous-marins. Mais les câbles sous-marins, on peut les changer. On peut se payer des milliards de câbles sous-marins si on en a l'envie. On ne peut pas, en revanche, à l'heure actuelle, changer la structure du web qui est sur domination technique américaine. Donc quand vous pensez à toutes ces questions-là en termes plus globaux, ayez en tête qu'on est sur un système techniquement dominé par cette architecture du web. Juste avant la diapo, ça fera la transition. Je vois que vous prenez des notes. Il y a un chercheur qui s'appelle Pascal Plantard, en Bretagne, voilà, sur un labo de recherche qui s'appelle Labo Marsouin. En fait, il a une très belle image, quand on a déjà fait intervenir au CMA. Il parle du braconnage. Vous voyez ce que c'est braconner? Voilà, on peut se décoller dans des espaces qui ne sont pas les nôtres pour attraper des lapins ou autres. Voilà. Il utilise l'image de braconnage, dire toutes ces inventions, des gens qui au départ humanistes, ouverts sur le monde pour la liberté, pour le partage de la connaissance, et ben on pense que ce sont des génies, je reprends ces mots, les auteurs les créateurs de Facebook, qui s'appellent, voilà, etc. Et d'autres, en fait, ils n'ont fait que braconner, très en veille, très braconner, pour reprendre l'expression, des inventions des autres, mais pour les détourner de l'ambition de départ d'Internet. Donc, quand il y a quelques personnes qui ont répondu destinées à générer des profits, c'est pas tout à fait faux, mais ça, c'est dans la suite, c'est dans le second temps, après que des gens ont vu la possibilité de faire soit du profit économique, ou soit un détournement pour contrôler la pensée dans certains pays, mais en tout cas, c'est braconner les inventions de ces gens-là pour en faire ensuite un autre usage, celui qu'on connaît majoritairement aujourd'hui. Donc Théophile, il y avait une autre question derrière. Alors quels droits et libertés sont parfois en danger sur les réseaux sociaux? A. Le respect de la vie privée. B. Le droit à l'image. C. Le respect à la dignité de chacun et chacune. Toutes ces réponses. Pour la réponse A, vous levez la main, bien haut, très bien. Réponse B, ok. Réponse C, personne n'a envie de répondre? Ou réponse D? Ouais, d'accord, très bien. Non, ça se passe de commentaires, en effet, très bien. Bon, on va revenir sur tous ces points-là plus tard dans le diapositive, mais je vois que vous êtes assez au fait de ce qui se passe, c'est très bien. On passe à la question suivante, question 3. Le cyberharcèlement et la conséquence. Première réponse. De ceux qui ne se rendent pas compte des conséquences de certains propos tenus sur Internet. Réponse B, de la disparition de la frontière entre vie privée et vie publique sur les réseaux sociaux. Réponse C, de l'anonymat sur Internet. Ou réponse D, de toutes ces réponses. Alors pour la réponse A, je vous laisse lever la main. Très fort. Très bien. 1, 2, 3, 2, bon, 4. Quand on dit cyberharcèlement, c'est aussi injures, insultes, enfin tous les... Voilà. On parle de haine en ligne aussi. Réponse B.
2, 3. Réponse C. Et réponse D. Très bien, ça se passe de commentaires à nouveau. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. On va revenir là-dessus aussi en détail un peu plus tard. Et question 4. Un algorithme enregistre et traite des informations me concernant lorsque je, réponse A, fais une recherche sur Google, regarde une publicité sur TikTok, like un profil sur Tinder, ou toutes ces réponses. Réponse A, réponse B, réponse C, très bien, réponse D, bravo, vous êtes très très fort. Bon, c'est pour situer un petit peu, vous voyez, c'est les thématiques qu'on va aborder pendant cette présentation, mais en effet, il y a déjà une bonne... voilà, vous savez un petit peu ce qui se passe, c'est déjà positif. Je te laisse prendre la main sur le quiz. Ouais. Alors, la première partie donc, de cet atelier, je ne sais pas si vous avez vu le programme, concerne donc les nouvelles frontières et les frontières algorithmiques. Parce que c'est beaucoup là que ça se joue, comme vous le savez tous. Donc on va commencer, pareil, à jouer un petit peu avec un quiz pour voir où vous en êtes, ensuite discuter un peu de la façon dont les algorithmes, que vous connaissez bien, j'imagine, participent dans un monde qui est un monde quand même ouvert, et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est un monde où on peut aller partout, façon, etc., mais contribue à nous enfermer dans les fameuses bulles de filtre, chambres d'écho, etc., on verra ça tous ensemble. Voilà, donc on va un petit peu explorer cette dimension d'enfermement algorithmique avec une science qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, à savoir l'algolittératie. Donc la littératie, l'apprentissage des algorithmes, non pas en termes techniques, tout le monde s'en fiche, à part nos amis les ingénieurs, on n'est pas là pour coder, mais pour comprendre comment marchent les principaux algorithmes, recommandations, ranking, prédictions, etc. Et surtout la façon dont ça influe sur nos vies de citoyens, qu'est-ce qu'ils nous font, comment ça marche grosso modo, parce que personne ne le sait tout à fait, même les développeurs sont incapables de dire comment ça marche, mais en tout cas, ce qu'on connaît, c'est les impacts. Et les impacts sur la citoyenneté. Donc c'est là-dessus qu'on va vouloir travailler aujourd'hui. Comment ça fonctionne dans les grandes lignes, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas aussi, ce qui est important, et les impacts sur la notion d'enfermement, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, on pourrait travailler sur les algorithmes, sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça vous parle, les algorithmes ? C'est bon, on peut pas faire ça aujourd'hui. Donc nous, on travaille beaucoup sur des études algorithmiques, à travers un tableau de bord qu'on a créé avec des collègues en Finlande, où on monitore en temps réel les influences des algorithmes sur l'information. Donc sur la guerre en Ukraine, qui est la thématique actuelle, on est capable de dire à un temps T, dans différents endroits, là on travaille sur la Belgique, c'est un projet belge, quelles sont les influences des algorithmes de recommandation sur l'information des gens. Donc on sait en temps réel et selon les informations qui va en avant, pourquoi, comment, et notamment on peut étudier qu'est-ce qui se passe quand des médias d'État comme RT Russie ont été interdits, comment réagissent, vous savez qu'RT Russie a été interdit par la Commission européenne suite à la désinformation en Ukraine, médias russes, et on arrive à étudier comment, en temps réel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui prend la place en fait de ces médias interdits. Est-ce que ce sont des médias libres ? Est-ce que ce sont des médias indépendants, des grands médias, etc. Non, la réponse est les médias chinois qui relaient la propagande d'État russe. C'est formidable. Donc on fait plein d'études là-dessus pour vous dire l'importance que ça a aujourd'hui dans les systèmes d'information et dans les systèmes géopolitiques. Donc on va un petit peu travailler là-dessus, ça c'était en guise d'introduction. On voit 2-3 questions. Alors on a fait pas mal de podcasts, etc. Ça c'est le programme dont je vous parlais. Juste dans ces quelques questions globales, on va passer rapidement si vous voulez n'aller que sur 2-3 parce que c'est un peu long. Définition de l'algorithme. Alors là, avec tous ces ingénieurs, qu'un ingénieur se lève parmi nous. Vous êtes ingénieur en quoi ? En quoi ? Bon, vous faites un peu d'algorithmique quand même. Ah, parce que les algorithmes, on en parlera en sortant si on a 5 minutes. Parce que là, vous êtes dans un domaine où c'est important. Donc, rien en sciences de l'informatique. Bon, c'est pas grave, vos camarades sauront. Donc, simplement pour redonner une définition, pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, hein, ça, on vous propose de mettre les mots au bon endroit. Vous allez faire ça vocalement, j'imagine. Les algorithmes sont au cœur là. Un algorithme est une suite finie et non ambiguë de quoi ?
Voilà. Et ouais, instruction, d'accord. Écrit par des développeurs qui permet de résoudre un problème comme une recette de cuisine. Voilà, donc on est sur une définition, partout sur la même idée. C'est donc une suite algorithmique, une suite d'opérations d'instruction claires et nettes. Et le point important là-dedans étant bien évidemment que ces instructions sont données par des êtres humains. Un algorithme, ça vient toujours de quelqu'un. Ça ne sort pas de rien. Voilà. Ça marche quand même. J'entends des... Non, c'est pas grave. C'est pareil. Oui, c'est parce qu'opération, honnêtement, c'est dans l'autre sens. Ben voilà la correction, c'est la même chose. C'est parce que je pense qu'instruction et opération étaient mis dans le sens inverse. Ça revient au même. Hein. Mais ça revient au même, on sait bien que le et voilà, on va continuer. Ça, on va le passer. On va faire que quelques-uns, on va passer ça, on va passer ça. Tac, 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 ça aussi. Je voudrais aller plus sur les multiple choice, si tu veux, parce que c'est plus simple. On va continuer. Voilà. Cette question-là, elle porte sur les impacts des algorithmes sur l'information, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, d'après vous, les algorithmes, notamment recommandations, ranking et compagnie, quelle est l'influence qu'ils peuvent avoir? Faire émerger des sujets que la presse ne traite pas? Est-ce que le système algorithmique peut être utilisé pour faire émerger des sujets que la presse ne traite pas? Oui ou non? Alors oui? Non? Oui ou non? Non. Alors non, on ne coche pas. Nous rendre plus critiques? Oui? Non? Non. Pousser les théories du complot? Oui? Combattre les biais de confirmation? Vous ne savez pas ce que c'est. Alors, qui est-ce qui sait ce qu'est un biais de confirmation? Alors, vous voulez nous expliquer, mademoiselle? On peut lui donner un micro peut-être, parce que la salle est grande, c'est un peu compliqué. Moi, j'en ai deux, vous voyez. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est quand on pense quelque chose et que du coup on fait une recherche qui va dans le sens de ce qu'on pense et qu'on est dans un sort de cercle vicieux qui nous amène à penser toujours la même chose et à rencontrer des gens qui pensent comme nous. Excellente définition, vous êtes embauché. Voilà, donc le biais de confirmation algorithmique, il est crucial pour ce sujet qui nous préoccupe. C'est cette façon, mettons que vous êtes convaincu, c'est pas une chose absolument stupide, vous pensez que les poulets mangent des chats. Voilà. Vous pouvez être sûr, qu'en tapant sur Internet, est-ce que les poulets mangent des chats, vous allez trouver toute une série de réponses qui vont aller dans le même sens que vous. Vous allez trouver des communautés qui vont aller dans ce sens-là, etc. Quelle que soit la croyance que vous ayez, vous allez trouver la réponse qui va dans votre sens, mais la plus absurde. Amusez-vous avec ça, c'est très drôle. Et vous allez trouver des communautés de gens, des chambres d'écho, ce qu'on appelle, qui vont confirmer ça. Or, les algorithmes de recommandation sont des algorithmes qui vont vous proposer systématiquement un contenu qui ressemble à ce que vous avez consulté, aimé, commenté, liké. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est une tendance naturelle à aller chercher à se rassurer auprès de gens qui pensent comme vous. Et les biais algorithmiques font que vous allez être de plus en plus poussé à être confronté à ce que vous savez, que vous pensez déjà. Donc si vous avez une croyance absurde, là je vous en donne une gentille, vous imaginez, si c'est une théorie du complot, ce sera la même chose, ça peut être plus embêtant. D'accord ? Donc c'est toute cette logique-là algorithmique qui est extrêmement problématique en termes d'ouverture, parce qu'on parle de fermeture. On va vous enfermer dans votre petite bulle de filtre, ce qu'on appelle la bulle de filtre, et faire en sorte que vous consommiez toujours plus du même. Voilà. Si moi je suis d'une religion, je vais aller regarder les points de vue de ma religion. Et on va m'en donner encore et encore et encore et encore. Si je crois que Donald Trump est un lézard, eh bien j'aurai plein de gens qui vont me dire « Mais oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison ». Je vais revenir de là conforté dans mon biais. Voilà. On répond C et D, c'est ce qu'on disait. On va passer à la suite. Si tu veux. Oui, c'est pousser des théories complantes, je crois. Hop.
Alors regarde la solution. Je ne connais pas par cœur. Tac, tac. Faire. Alors c'est le premier point que vous n'avez pas vu parce que vous êtes dans une dimension. Je pense aujourd'hui dans une situation. Attention, on fait de la prévention. On est là pour critiquer. Non. Le point positif des algorithmes, c'est qu'ils peuvent également pousser, si bien utilisés par les citoyens, des sujets qui n'auraient pas été traités par la presse. Il y a beaucoup de sujets dans les médias à l'heure actuelle qui n'étaient pas abordés auparavant et que des normes connues, je pense notamment au sujet les MeToo et compagnie, par exemple. Les MeToo et compagnie n'étaient pas traités par les médias traditionnels. Il y a eu une lame de fond de citoyens, de femmes, d'hommes, de personnes qui se sont mis à parler de ça avec les mêmes hashtags. Les algorithmes les ont repérés et comme il y avait énormément de gens qui poussaient ces contenus-là, ils ont été poussés de plus en plus. Donc attention à ne pas diaboliser Internet ou les algorithmes. Il y a vraiment des choses à savoir là-dessus, mais il y a moyen également de les utiliser pour pousser des sujets qui ne sont pas des sujets médias classiques. Donc pour redonner la parole, ce qui est pour ça qu'on vous a passé la vidéo au départ, qui était l'intention première d'Internet, à savoir redonner la parole à tous sur un espace ouvert, parce que techniquement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Raison pour laquelle on avait mis cette question, pour vous alerter sur le fait que, mesdames, messieurs en agriculture, vous avez quelque chose à faire savoir que les médias n'ont jamais couvert, un pesticide quelconque, je ne sais pas ce que vous voulez, ou la découverte, je ne sais trop quoi, vous avez moyen quand même, avec ces algorithmes, en étant un peu avertis et en les manipulant correctement, de faire afficher à l'agenda médiatique des choses qui étaient passées sous silence. Donc voilà, ça c'est le côté joyeux de la chose. On va faire un ou deux, juste celui-là. Sur les algorithmes, il y en a trois, vous les connaissez, les trois principaux algorithmes? Ranking, ça vous dit? Ranking, c'est simplement des algorithmes de tri. En fait, les manipulations d'algorithmes se font au niveau des résultats de recherche sur le tri. Ranking, c'est quand vous tapez sur Google, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Google, vous êtes peut-être sur Quant ou ailleurs, on ne sait jamais. C'est les algorithmes qui permettent de remonter les informations. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de savoir quelles informations ils vont ramener avant. D'accord, ça c'est les algorithmes de ranking. Algorithmes de recommandation, c'est ceux qui typiquement sur votre fil Facebook va vous dire tu pourras aimer, ou sur Amazon, hein, tu as acheté des chaussures vertes, tu pourras aimer le sac rose qui va avec, ils ont les goûts qu'ils veulent, sur les bouquins, etc. C'est celui-là. Et le troisième, c'est les algorithmes de prédiction qui sont de plus en plus utilisés, qui utilisent les données de comportement d'usage, à savoir sur quel site vous avez allé, ce que vous avez acheté, ce que vous avez liké, à quel moment vous avez arrêté de regarder une série sur Netflix, etc. Enfin, toutes ces informations qui sont extrêmement précises pour prédire ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire demain. Donc ça, c'est toute une nouvelle génération d'algorithmes qui viennent informer les annonceurs ou les États ou qui que ce soit de ce que vous pourriez aimer demain. C'est la prédiction. Okay. On va juste s'arrêter sur les algorithmes de recommandation qui sont peut-être les plus puissants aujourd'hui et ils sont partout, pour voir ce que vous pensez de la raison pour laquelle, des objectifs de ces algorithmes, pourquoi ils ont été construits, quels sont les objectifs de ceux qui les développent. Faire rester les gens le plus longtemps possible sur la plateforme pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin de choisir, vous pouvez répondre plusieurs fois. Gagner de l'argent, rester plus longtemps, un seul. La vague monte. Donc on est une quinzaine, vingtaine, très bien. Hiérarchiser les contenus en fonction de leur importance. On parle des algorithmes de recommandation. Tac, 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 4, d'accord. Diffuser les idées des propriétaires, ce qu'on utilise, je pense pas, on va prendre Facebook, aller au TikTok. Est-ce qu'ils les utilisent pour ça? Non. Filtrer les contenus licites en ligne, éviter de voir s'afficher des contenus interdits. Vous êtes tout seul, jeune homme. Bravo. Ah non, vous êtes deux, mais une petite main. Et ensuite, repérer les contenus de qualité. Alors, on va s'arrêter là. C'était quoi la réponse? Alors la réponse, il y a pas mal. Numéro 1,
Le numéro 1, mais on a également des réponses sur le filtrer les contenus. On va essayer avec le 1. Bah, tu peux en mettre plusieurs. Hein. Bah non. Voilà, mais un c'est bien. Voilà, et je vais arrêter de parler, parce que je parle beaucoup, beaucoup trop, mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez des fameux algorithmes de recommandation, donc ceux qui vous proposent des contenus sur YouTube, tu as regardé telle vidéo, regarde cette vidéo, etc., et qui vous proposent tous ces contenus sur les fils d'actu, là, il y a une raison majeure, mais c'est toujours la même. L'argent, money, 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 money. Les algorithmes sont faits par ces GAFAM pour une raison très simple, et la plupart du temps pour qu'ils gagnent de l'argent. Ce sont des entreprises commerciales. Donc leur but, c'est quoi? C'est que vous restiez scotché sur vos écrans le plus longtemps possible. Plus vous restez scotché sur vos écrans, plus le prix de l'espace publicitaire qu'ils vont vendre monte. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc à chaque fois, pensez quand même qu'à chaque fois vous restez sur n'importe quelle plateforme, même en la laissant allumée pour rien, un certain temps, vous êtes repéré comme utilisateur de valeur pour vendre un certain nombre de produits. Les produits étant dépendants évidemment de ce que vous êtes en train de regarder et de tous vos usages d'Internet. Donc en fait, la base, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Je m'en arrêterai là pour aujourd'hui. Me retenez peut-être juste cette notion-là de l'économie de l'attention. Objectif numéro 1 des algorithmes, capter votre attention pour que vous restiez scotché sur des écrans pour qu'ils puissent vendre plus de publicité, plus cher à des publics de plus en plus ciblés. Tout c'est bête, comme en fait c'est assez bête un algorithme, et son objectif il est là. Après il peut avoir d'autres objectifs secondaires, mais l'objectif numéro 1, si vous retenez juste ça, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des jeunes, c'est le drame des parents qui voient les enfants scotchés sur ces réseaux sociaux. Pourquoi on les scotche? Juste pour gagner de l'argent, quoi. C'est aussi bête que ça, je suis désolée, c'est pas très subtil, mais c'est comme ça. Voilà. Alors là, on a juste listé quelques petites... si vous voulez vous amuser, hein, évidemment, hein, on peut faire tourner les algorithmes un peu en bourrique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà amusés sur Twitter ou sur YouTube à aller voir des vidéos totalement différentes, des modes de pensée totalement différents, et vous voyez quand vous commence à vous recommander des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, donc on a listé quelques petites idées comme ça. Hein. Donc en effet, likez n'importe quoi, soyez illogique. Allez regarder des personnes qui pensent très différemment, allez regarder des sujets complètement différents, vous allez voir qu'on va vous recommander des choses totalement improbables. Donc soyez incohérents, soyez imprévisibles. Ouvrez votre communauté à des personnes qui vous ressemblent moins. C'est toujours important d'aller se confronter à des modes de pensée qui sont différents du sien, parce que c'est important de voir comment les gens pensent aussi quand on sort un petit peu de notre cercle rapproché, notre bulle de fil justement, notre bulle de pensée. Utilisez un navigateur qui ne trace pas, ça c'est important, évidemment, parce qu'il y a des... Entre l'utilisation de Google Chrome et de Firefox, vous verrez assez vite, en fait, en utilisant les outils que vous utilisez tous les jours, que on vous recommande peut-être des contenus un petit peu moins personnalisés, parce qu'il y a des navigateurs qui sont un petit peu plus éthiques au niveau du traitement des données personnelles. On vous recommande Firefox, hein, mais il peut y en avoir d'autres. Vous pouvez naviguer en mode privé, vous pouvez utiliser un VPN, vous verrez qu'en effet l'expérience sur Internet n'est pas tout à fait la même chose quand on vous affiche des publicités, quand on vous recommande des vidéos. Likez, partagez, commandez, regardez longuement des contenus moins mis en avant. En effet, vous pouvez sortir des tendances, hein, aller voir voilà, des personnes qui créent du contenu qui n'ont pas beaucoup de vues ou quoi. Ça ne veut pas dire forcément que c'est pas de qualité, hein, mais en effet, on peut aussi sortir en effet de sa bulle de filtre. Et paramétrer vos comptes et refuser peut-être les contenus personnalisés. Ça, c'est à vous de voir en effet, parce qu'il y a évidemment des personnes qui aiment bien recevoir des choses qui leur correspondent, mais c'est toujours intéressant d'aller voir peut-être aussi d'autres choses. Mais de manière générale, soyez curieux, allez voir ailleurs. Voilà. Sortez de la bulle de filtre, parce que c'est important. Vous avez d'autres idées? Il y a des choses qui vous viennent en tête? Vous avez déjà un petit retour d'expérience sur... Ouais, ce serait bien qu'on ait 2-3 témoignages sur, en citant un des réseaux ou des espaces où vous êtes. Vous avez le sentiment en naviguant que vous êtes particulièrement enfermé. C'est peut-être très compliqué de sortir. Voilà. Dans vos usages quotidiens, nous on a plein d'exemples. Hein. On n'est pas à l'abri de tout ça, mais
serait intéressant d'avoir vos... Il y a des systèmes d'algorithmes de suggestion, etc., où quand vous êtes dedans, c'est assez difficile d'en sortir et voilà, quelques exemples de plateformes, d'applis, voilà, de retour de vos expériences. Personne veut... En fait, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, en fait. Pas trop. Là-bas, regarde. Il faut appuyer sur... il y a un petit bouton. Bonjour. Moi, parfois, il m'arrive de faire des trucs, genre, je fais un mois sans regarder TikTok, un mois sans regarder Instagram. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais si par exemple, je fais un mois sans utiliser TikTok, j'utilise les autres applications. Si je fais un mois sans utiliser Insta, j'utilise d'autres applications. Et après, je me rends compte qu'au final, je peux faire des mois, des jours, sans même regarder TikTok ou Insta, ou voilà. D'accord, c'est intéressant. Vous faites une diététique ou des périodes sans aller sur une ou autre plateforme. Qu'est-ce que en attendant qu'il y a le micro qui circule, ouais, d'autres... Ouais, ok. Moi, j'utilise pas trop le mode aléatoire de recherche. Enfin, c'est pas trop dans mon habitude. Par contre, je suis pas mal sur le navigateur internet qui s'appelle Opera. Et du coup, j'ai remarqué qu'ils ne faisaient pas des pubs personnalisées et c'était très réglementé à ce niveau-là. Et aussi, maintenant, ils ont fait un nouveau truc. Ils proposent un VPN gratuit qu'on peut utiliser quand on navigue. Et du coup, on peut naviguer un peu incognito sur Internet grâce au navigateur Opera. C'est pas mal. D'accord, merci. Ouais. Alors, la fonctionnalité Opera, elle est top. Ils sont très bons chez Opera. Ceux qui ne sont pas sur Opera, Firefox fait la même chose. Fait la même chose, et sur les autres navigateurs, chacun sa vie, n'est-ce pas? Sachez qu'il y a des extensions de navigation, donc des petits modules qui sont dans vos paramètres, extensions de navigation, etc., qui vous permettent de faire toutes sortes de choses. Ça vous permet de bloquer les pubs, bien évidemment, YouTube Origin, je sais pas quoi, machin, là. Ça vous permet également de voir qui vous trace comment, etc. Donc vous avez sur les autres navigateurs qu'Opera, qui effectivement est une bonne option. Vous avez Firefox. Firefox, ils n'ont pratiquement pas d'historique. Un peu quand même, mais c'est réduit quand même à 90%. Et pour les autres, des extensions de navigateurs qui vous permettent de paramétrer de façon assez subtile la façon dont vous voulez recevoir l'information, ce qui est bloqué, etc. N'hésitez pas, ce sont des extensions gratuites extrêmement performantes, sachant que certaines d'entre elles ne marchent que sur Firefox, pas mal sur Chrome, et la plupart ne marchent pas sur Edge. Voilà, mais allez voir parce que c'est très drôle. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ça prend 3 minutes et ça vous permet de faire ça. Ça, c'était pour le navigateur, mais Opera, oui, effectivement. Mais c'est très équivalent en fait à Firefox. Firefox, l'avantage, si vous voulez, c'est que c'est quand même du code libre, ouvert. Donc on peut le voir en temps réel. Hein. Donc c'est assez rassurant pour la communauté de pouvoir avoir accès au code en temps réel. C'est tout. Voilà, 2 témoignages de pratique. Ouais. Je sais aussi qu'il y a Ecosia qui est assez respectueux de... Non. Je sais pas. C'est ce qu'on m'en avait dit en tout cas. Et je sais que ça permet de replanter des arbres ou quelque chose comme ça. Non. Je connais pas bien. Je te laisse. Je peux pas casser un rêve, mais... Ecosia, c'est très embêtant, si vous voulez. C'est très embêtant. Ecosia, effectivement, on vous dit, vous faites tant de recherches, on plante tant d'arbres, ils plantent les arbres. Mais pas les bonnes. Alors, allez voir vos camarades, c'est pas vraiment les meilleurs arbres, mais peu importe, ils le font. Le problème d'Ecosia, c'est qu'en fait, on a tous envie de croire en Ecosia, sauf qu'on est vraiment un peu dans du greenwashing quand même, donc de la publicité, dans la mesure où Ecosia est un moteur de recherche qui n'est pas performant en termes d'impact environnemental. Donc Ecosia produit plus de CO2 et responsable de plus d'impacts environnementaux, notamment par les métaux rares, que d'autres moteurs. Donc oui, ils vont mettre les arbres, mais non,
Mais comme ils sont moins éco-responsables, le bilan n'est pas forcément ce qu'on voudrait. Donc on met 2 arbres et puis on balance plus de CO2. Et la raison pour laquelle après, si vous voulez, cette histoire d'environnement, c'est une autre histoire. Mais là, on est un peu dans de l'éco. Ils font ça, mais ils sont sur Bing. Or, Bing, c'est Microsoft. Microsoft, c'est une catastrophe planétaire en termes d'environnement. Et comme ils dépendent essentiellement de Bing, on se retrouve avec un impact environnemental qui n'est pas bon sur Ecosia. Je suis vraiment désolée parce qu'on aime bien l'histoire des plantes. C'est mieux que pas de plantes du tout, mais il faut voir le rapport, si vous voulez, entre un arbre et les performances environnementales par rapport à d'autres moteurs. Allez voir Green IT. Green-IT, c'est le collectif français, l'association française de recherche qui travaille sur toutes ces questions d'impact sur l'environnement. Green-IT, ils sont super bons. Et ils vous donneront plein d'informations, notamment sur cette question d'Ecosia et toutes les autres options si vous êtes intéressé par cette question. C'est un site qui est très très bien fait. Dernière prise de parole peut-être. Ouais. Merci. Et si on ne veut pas sortir de notre bulle de filtre? Moi, je le vois, on me propose des contenus sur Instagram, et ce qui ne m'intéresse pas, je like pas. Et je suis contente de voir des choses que j'ai envie de voir. Et je sais que si je veux m'ouvrir à quelque chose d'autre, il me suffit de faire la recherche, de liker en masse du même sujet, et j'en aurai dans mes recommandations, parce que c'est comme ça que marche l'algorithme. Voilà. Rien. Ça me rappelle une discussion. On avait travaillé sur un webdoc qui s'appelle Un empire dans mon assiette. C'est l'empire Nestlé. C'est incroyable parce que Nestlé peut racheter toutes les marques, mais on pourrait dire comme un autre groupe qui rachète sur Internet toutes les applis, etc. Enfin, voilà. Et puis on avait travaillé donc avec une classe d'un lycée sur ce webdoc, chacun recherchant. Quand on a fait un retour avec France Télévisions qui était producteur de ce webdoc, un peu dans cette configuration-là, on a demandé qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez de nouveau, etc. Et donc il y a un des jeunes qui dit moi j'ai appris énormément de choses sur les barres chocolatées, avec l'huile de palme, avec tout ce que ça provoque, enfin voilà. Et donc la journaliste de France Télévisions, donc du coup, t'arrêtes de manger ces barres, vous les connaissez très bien, je ne vais pas citer les marques des barres chocolatées, et elle dit donc du coup ça t'a coupé l'envie, comme dire, parce qu'il disait qu'il était vraiment choqué, quoi. Enfin, c'est vrai que quand on creuse un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça, y compris faites des recherches, qu'est-ce que ça, d'un point de vue économique, géopolitique et tout ce que vous voulez, de produire des millions de smartphones dans le monde et pas forcément, en plus, tout le monde n'est pas en capacité dans tous les pays de pouvoir les acheter, quoi. Voilà. Donc l'impact, voilà. Et donc, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu arrêtes de manger des barres chocolatées et là, spontanément, ah non, c'est tellement bon. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre, voilà, j'ai quand même le goût de ça, mais je pense que le travail, quand même, il est fait. Et puis, il a tous les... Voilà. On peut avoir tous les mécanismes et continuer à avoir... Voilà. Et après, il y a un petit truc, on a fait un débat par an il n'y a pas longtemps, plus simple sur des questions, mais par rapport à la captation de l'attention, comme parlait Pascal tout à l'heure, comme on peut faire une semaine sans aller sur TikTok ou sur un des réseaux, gérer, c'est une astuce, c'est quoi les ruses, voilà, ma ruse toute simple personnelle, c'est par défaut, toutes les notifications sont activées, voilà, mais le jour où j'ai commencé à désactiver des notifications, voilà, de tout ce qu'il y a sur mon smartphone, ça m'a un petit peu, comme dire, allégé la vie, parce que sans arrêt, vous avez que ce soit sur France Info, sur une appli de journalisme, ou TikTok, ou Facebook, tout ce que vous voulez, y compris Netflix. Voilà. Hop, des notifications, il y a quelque chose de nouveau, tout ça pour vous ramener, comme dire, dans leurs espaces. Bon, ça fait du bien, un petit peu, le week-end, de tous activer les notifications. Et puis ça me permet aussi pas tout, parce que quand on entend le ting, voilà, de son smartphone, mon attention est captée, mais ça peut être un message des amis, la famille et autres, et la plupart du temps, c'est pas du tout ça, on me rappelle, comme dire, qu'il y a un truc à voir sur TikTok ou ailleurs. Voilà. Donc là, c'est tout bête, mais la gestion des notifications au quotidien, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il voulait commenter? Tu les commences?
Bon, on peut, hein. Non, non, mais alors ça, c'est juste, on vous a mis quelques sites, vous en connaissez sûrement certains. Hein. Est-ce que vous prenez l'habitude de vérifier un petit peu ce que vous regardez, ce qui passe sur les réseaux, les nouvelles, les articles Est-ce que quand il y a un article qui passe sur un fil d'actualité, vous cliquez dessus, vous regardez juste le titre? Vous lisez un peu ce qui se passe, vous regardez qui l'a posté C'est des habitudes que vous avez ou non? Pas trop? Voilà, on vous a mis juste quelques outils, en fait, c'est pour tout simplement vérifier un peu ce qui passe. Alors c'est l'AFP, France Info, France 24, tout ça, c'est des personnes qui travaillent depuis un moment qui ont des services maintenant dédiés à des gens à plein temps qui vérifient en fait toutes les infos qui passent, parce que en fait ça va tellement vite actuellement que on voit, hein, on peut avoir des morts annoncées de personnes importantes et puis une demi-heure après on dit qu'en fait non, la personne n'est pas morte. Mais voilà, par exemple la reine, elle a été elle est vraiment décédée cette fois, mais il y a eu plusieurs fois où voilà. Et pardon, désolé, c'est trop tôt, excusez-moi. Mais en effet, en l'espace d'une demi-heure, l'info elle peut se répandre très très rapidement. Et voilà, donc ça c'est quelques outils que vous pouvez utiliser au jour le jour pour vérifier vos informations. Souvent, il y a même des articles assez détaillés en fait, qui vont prendre des événements ou des choses qui sont passées dans l'information, qu'on fait un peu parler d'eux sur les réseaux assez rapidement, puis ils vont vous expliquer pourquoi en détail telle photo a été modifiée, telle photo était en fait un autre événement à un autre moment donné. On l'a vu là au début de la guerre et toujours actuellement en Ukraine, qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, beaucoup de fausses informations, beaucoup de photos qui ont été réutilisées, qui ont été absolument sorties de leur contexte parce qu'elles n'avaient même pas été prises à ce moment-là de l'histoire et dans la même zone géographique. Donc voilà, c'est des petits outils que vous pouvez utiliser au quotidien. Et on a une extension que vous pouvez installer qui s'appelle WeVerify, là qui permet en fait en affichant une image ou une vidéo en fait de vous retrouver la source pour savoir qui l'a émise à la base. Donc ça c'est très pratique quand il y a des vidéos, des photos qui passent sur Twitter, sur TikTok, n'importe où, de voir en fait d'où vient cette photo à la base. Voilà. Hop, on passe à la partie 2. Je te laisse... Je te laisse introduire. Ouais, on peut même passer à... C'est quoi la suite hein? Oui, mais on peut aller sur l'autre diapo, non? Voilà. On va commencer par une petite vidéo comme on a fait dans le premier temps. On s'est posé la question sur un petit groupe de travail il y a quelques jours. Pardon. Ouais. Qui diffuse le plus de fausses informations, enfin un repartage plutôt de fausses informations, etc. On peut faire encore un dernier petit vote hein, sur voilà. Votre génération, on peut aller, je suis large, hein, désolé si je vexe quelques personnes, on va dire la tranche 16-25 ans, voilà. 25 ans et plus jusqu'à 50-60 ans et plus 60 ans. Voilà. Sur ces trois tranches d'âge-là, quelle est la génération qui partage le plus de fausses informations sur les réseaux sociaux? Votre génération qui vote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, voilà, 12, 15 personnes. La tranche intermédiaire, c'est-à-dire les 30, 50 et quelques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, à peu près une quinzaine. Et les plus de 60 ans. Voilà. Je n'ai pas tout à fait compté exactement, mais il y a des mains qui sont... Il y a peut-être une quatrième, je ne sais pas. Voilà. Sur les plus de 60 ans. Les plus de 60 ans diffusent 7 fois plus de fausses informations par rapport à votre tranche d'âge. Ça, c'est intéressant. Voilà. Cette représentation, on bataille un peu tous les jours, que les jeunes, voilà, votre génération, vous êtes très spontanés, ce qui est juste, hein,
assez présent sur l'ensemble des réseaux sociaux et on réfléchit peu avant de repartager, ou on prend comme vérité ce qui un peu tombe et puis voilà. Ce qui est, c'est pas, ça arrive à tout le monde de se faire avoir sur quelque chose, donc ça paraît comme juste, comme information et de la repartager. Personne n'est à l'abri de ça, quoi. Mais les plus de 60 ans sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Et quand une période, comme il y a eu le vaccin, le Covid, enfin tous les sujets comme ça, on est une génération qui est un peu plus dans j'y crois pas, voilà. Et si j'y crois, ça me suffit, je repartage. Et j'ai l'air d'être un peu simpliste comme ça, mais c'est quand même assez ça. Donc 7 fois plus, voilà, vous pouvez vous rassurer, vous n'êtes pas les diffuseurs les plus importants il y a des informations, des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc, pour savoir un petit peu plus de quoi on parle, et des discours de haine que l'on partage, qu'on ne le repartage pas, ou les sources, on a une petite vidéo à vous présenter qui a été réalisée par l'association de Pascal, Savoir Devenir, je ne me trompe pas, avec l'INA. L'INA, ça vous parle? N-I-N-A? Ouais. Institut national de l'audiovisuel. Voilà. Bon, on regarde la petite vidéo et puis on commentera ça ensemble, voir si on a appris des choses nouvelles. Il faut la lancer de là. C'est la régie qui va lancer la la régie vidéo. qui la lance. Merci. Les liaisons numériques peuvent devenir des liaisons dangereuses, voire ne jamais finir. Pour peu qu'un des ex poste des images intimes sur un site pour se venger d'une rupture, les conséquences sur la victime du sexisme peuvent être désastreuses. Campagne de harcèlement en ligne, propos haineux, nom d'oiseaux, et au final, un cœur qui se brise. Cette situation toxique se complique lorsque les médias sociaux adossés à l'intelligence artificielle s'en mêlent. Quelques mois plus tard, un robot conversationnel manipulé par des trolls malveillants apprend à être misogyne en construisant son vocabulaire autour de propos inflammatoires. Il devient l'instrument d'échanges sexistes et offensants sur les réseaux sociaux. Dénué de conscience, le chatbot n'a aucune compréhension du discours de haine, à l'inverse des humains qui l'alimentent. Toutes ces situations personnelles convoquent nos émotions de base. Tristesse et dégoût chez les victimes, peur et colère chez les agresseurs. Dans cet univers de haine, pas de place pour la joie. Plus problématique encore, quand les dérapages se produisent sur de plus grandes échelles, avec des amalgames qui assimilent une personne aux stéréotypes apposés à tout un groupe. Autant d'occasions pour le sexisme et le racisme de dépasser la sphère personnelle pour s'inscrire, via forums ouverts ou chambres d'écho sectaires, dans l'imaginaire collectif. Les échanges multiples d'images truquées ou tronquées, accompagnés de commentaires crus et cruels, invitent aux menaces et représailles envers des personnes différentes, étrangères ou non. Ces sentiments violents virent vite aux ressentiments figés dans le temps, parfois passés de génération en génération. Ils se construisent et s'enquistent fondamentalement par peur de l'autre. Émanant d'un groupe dominant, se sentant menacé ou minoré, ils risquent d'évoluer en de véritables phobies collectives. Xénophobie, homophobie, francophobie, germanophobie. La nostalgie, l'esprit de revanche, l'angoisse du déplacement nourrissent des modèles sociétaux racistes, patriarcaux ou nationalistes. Ils sont souvent amplifiés par la pauvreté et le manque d'éducation. Ce magma de ressentiments acides, à la base de la construction du discours de haine, vise des caractéristiques spécifiques d'un individu ou d'un groupe, normalement protégé par la loi, comme la nationalité, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, la religion. Ces propos clivants, mutilants, quand ils passent à l'acte, deviennent de nouveaux crimes contre l'humanité. Féminicide, fratricide, génocide. Que faire pour réguler ces émotions individuelles et collectives qui laissent des traces physiques et psychiques? Fuir? Ou faire face? Pas si simple. Identifier ces émotions de base et leurs ressentiments associés est essentiel pour réguler le discours de haine. Être conscient que ce n'est ni normal, ni légal, ni moral, et surtout, ne pas culpabiliser la victime. Mais cela ne suffit pas. Il faut agir, signaler, porter plainte, faire appel à sa communauté. Dans le discours de haine, il y a des agresseurs et des victimes, mais il y a aussi des témoins et des relais, passifs, mais légalement en cause. Attention, presque toutes les formes de discours de haine tombent sous le coup de la loi. Pour les autres, de pure malveillance, elles tombent sous le coup de la morale et de l'opprobre social. Retrouver des réactions positives comme le calme, la négociation, c'est possible. Et désamorcer les conflits est nécessaire avec la vigilance de tous. Créer des contre-discours, c'est tuer dans l'œuf les germes de la haine. Et enfin, amener de la joie et réparer les cœurs brisés. Ayez les bons réflexes. Prenez de l'air.
Des réactions à chaud. Je vois un micro passer, mais... Non. Il n'y a pas quelqu'un qui a demandé le micro? Non? Non. Ah, d'accord, ok. Si on voit un micro passer, on ne sait pas où il va. On a en Normandie un observatoire là, sur le dispositif. Ça y est, quelqu'un voulait prendre la parole? Non. L'éducation aux écrans. Il y a un questionnaire en ligne où là, les 10 000 jeunes y répondent. Voilà. Il y a une question qui est qu'est-ce qui vous inquiète? Donc c'est vos générations qui répond. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur Internet? La question des menaces, du discours de haine, etc. C'est on approche les 50%, c'est 45-46%. Voilà. Pour qui c'est une préoccupation avant même d'aller sur Internet, de dire, enfin quand il dit Internet, on est d'accord, hein, c'est tous les réseaux sociaux, numériques, enfin, voilà, tous les espaces où on va. C'est une vraie inquiétude d'être confronté à des discours de haine. Même après, quand on pose la question, est-ce que ça vous est arrivé? Heureusement, on chute, mais c'est quand même il y a un pourcentage quand même assez important, 10-15% qui disent avoir rencontré être confrontés à des propos haineux, des propos racistes, des propos qu'ils doivent ensuite gérer. Comme tout sur cette vidéo. Ouais, un petit mot en plus? Non, toujours pas de réaction? Très bien, on passe à la suite alors. Je te laisse commenter celle-là. Si tu veux. Non, ce qu'on essayait de voir dans la logique de la thématique d'aujourd'hui, c'était en quoi Internet participe à cette question du discours de haine et à cet enfermement dans des propos hors loi. Et ce qu'on sait, c'est un sujet extrêmement complexe, hein, parce qu'on est à la fois sur des... Pardon ? On est à la fois sur des problématiques idéologiques et sociales, mais en tout cas, il est certain que l'un des éléments qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que depuis Internet, c'est la frontière, on parlait de frontière, hein, c'est que cette fameuse frontière entre vie privée... Je n'ai pas le droit de parler assise, je suis punie. Donc c'est la disparition des frontières, hein, entre vie privée et vie public, les espaces privés publics qui nous interpellent le plus dans cette analyse d'Internet comme frontière. Monde ouvert qui se referme, monde qui s'ouvre, qui se ferme, etc. C'était la première partie. La seconde partie, c'est effectivement le fait qu'au-delà des ouvertures, certaines ouvertures ne sont pas forcément porteuses de mieux vivre, hein, parce que le fait qu'il y ait cette espèce de mélange... Quand vous prenez des jeunes, beaucoup plus jeunes que vous, bien évidemment, il y a une espèce de confusion, alors très jeunes ou beaucoup plus âgés, entre le fait que notamment les réseaux sociaux soient des espaces privés. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point un réseau social est un espace public. Et donc se déroule dans un espace public ce qui autrefois se déroulait dans un espace privé. Et donc c'est cette question de frontière qui n'est évidemment pas la raison des discours de haine. Pourquoi les discours de haine montent? C'est essentiellement socio-économique, politique, idéologique, etc. Internet n'a rien à voir avec ça. On est bien d'accord là-dessus. Il y a des périodes plus propices, il y a des sujets qui montent. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on sait très bien que c'est une question éminemment historique. Maintenant, la participation d'Internet, c'est effectivement très lié à cette question de frontières. Les frontières sont tombées. Donc, ce qui se disait autrefois à huis clos ou dans des cercles privés sont désormais dans l'espace public. Et le deuxième point sur lequel on peut peut-être insister aujourd'hui, c'est le fait que les bulles algorithmiques, pour suivre ce qu'on disait tout à l'heure, participent également à renforcer ces domaines-là. Puisque quand vous êtes dans une petite communauté fermée, ce qu'on voit arriver qui est assez étonnant, c'est une baisse très très nette des tabous. Quand vous êtes entre vous, vous êtes une bande de copains, une communauté qui n'aime pas le vert. Je suis sur des exemples stupides, c'est plus simple. Vous êtes les anti-verts.
au sein des antivers, vous pouvez raconter n'importe quelle horreur sur le vert, vous pouvez être vulgaire, vous pouvez être violent, tout le monde est d'accord, personne ne va vous contredire. Alors, quand d'antivers vous passez à anti, autre chose, c'est beaucoup plus grave. Mais quand vous êtes dans des mondes fermés comme ça, où tous vos propos sont accrédités par tout le monde et où tout est salué, effectivement, ça permet d'aller beaucoup plus loin, d'être publié sur l'espace public avec une illusion d'anonymat. Je pense que vous êtes tous au courant que l'anonymat sur Internet n'existe pas. Je veux dire, si vous voulez publier demain matin sur l'un de vos réseaux sociaux favoris un propos illégal, bon, si la police veut s'en mêler en l'espace de, je pense, c'est 17 secondes, il vous repère. Donc, évidemment, ça n'existe pas. Mais il y a cette illusion d'anonymat qui fait que la parole a été beaucoup libérée pour le meilleur dans beaucoup de cas, mais pour le pire dans certains cas. Donc, c'est peut-être ces 3 éléments-là les plus importants qui expliquent que la fin de certaines frontières participe également à ces phénomènes-là. Ça va ? Je peux me rasseoir, monsieur ? On va faire comme tout à l'heure, on va faire un petit vote à main levée. Alors je précise que là, évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. C'est simplement pour situer un petit peu les choses. Vous êtes libre de répondre ou non. Est-ce que vous avez déjà été victime de messages haineux en ligne, de n'importe quel ordre, hein? Ouais. Alors si de temps en temps, vous pouvez lever la main. De temps en temps. Ceux qui le souhaitent. Ouais, il y en a quelques-uns. 3, 4. Souvent. Très rarement. Ou jamais. Pas du tout. Voilà, les expériences sont... À quel type de message vous avez déjà été confronté? Sexiste, misogyne. Vous pouvez lever la main. Raciste. Un autre type de discrimination, il y en a plein. Hein. Voilà. Ou plusieurs d'entre eux. Ça arrive aussi. Ok. Est-ce que vous avez déjà envoyé des messages désagréables? Vous pouvez être honnête. Hein. Ou pas? Attendez, c'est pas encore gradué. Hein. De temps en temps? De temps en temps. Souvent? Souvent. Très rarement. Très bien. Ou jamais, évidemment. Bon, on ira... Ouais. J'ai ça, ouais. On n'ira pas creuser, c'est pas l'objet de qu'est-ce qu'on met derrière le mot désagréable. Hein. C'est ça, c'est désagréable dans la question. C'est ça, voilà. Qu'en pense... On a un petit quiz qu'on va essayer d'animer. La configuration, pardon. Elle n'est pas... Ouais. Oui. On a encore un petit peu de temps. On va vous laisser la parole sur vos expériences, sur les problèmes et nous. Et pour lancer la prise de parole ou vous aider un petit peu, voilà, c'est quand même une question. Je vous parlais du questionnaire qu'on anime à un observatoire des pratiques numériques là en Normandie. Donc il y a cette question, elle apparaît, voilà. Et donc il y a une question qui vient après. Donc est-ce que vous avez déjà été confronté à des problèmes de harcèlement haineux, des propos, ça. Il y a une question qui est et qu'avez-vous fait? Voilà. Ça c'est très intéressant. Et donc parmi toutes les réponses, forcément, on se pose la question de l'entourage. Est-ce que l'entourage, donc dans les réponses, dans les adultes, 12% disent en avoir parlé à leurs parents, enseignants, animateurs, éducateurs, enfin c'est en gros les métiers que l'on fait, c'est 1%. C'est-à-dire qu'on ne pense pas forcément, un petit peu 12%, c'est pas si mal que ça, de dire que la famille peut être... voilà. Donc c'est plutôt entre amis que ça se discute ou ça, on tente de gérer la situation. Voilà. Nous, c'est les informations que l'on a. Et vous, donc, de votre expérience sur ces... si certains souhaitent
témoigner, contribuer à ces messages. C'est quoi les réflexes? Que faites-vous quand vous êtes confronté à des questions, c'est ça, hein, de messages haineux? Comme tout à l'heure, on avait quelques prises de parole là, sur vos pratiques quotidiennes. C'est quoi les trucs et astuces? Il y a des micros là qui sont disponibles? Ouais. Vous étiez quand même assez nombreux à avoir levé la main. Ou peut-être commenter, parce que j'ai vu que ça vous faisait sourire la question, et vous avez été très honnête, voilà, d'avoir déjà pas envoyé des messages désagréables. Est-ce que vous pouvez commenter ça, me dire, bon, voilà, j'ai envoyé un message en apparence désagréable, mais ce n'était pas l'intention, quelles conséquences il y a eu? Pas de conséquences, voilà. Pas facile, hein, comme question. Hein. Ça fait parler un peu de soi. Bon, s'il n'y a pas de réponse, on va continuer. Peut-être comme ça, continuer à main levée. Alors, vous avez tous déjà eu, beaucoup en tout cas, l'expérience, comme dire, de messages désagréables partagés, envoyés. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter? De dire, je ne m'attendais pas? Non. On assume à fond. Là, c'est... Alors, un petit quiz. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les questions de la liberté d'expression, des limites? De quoi parle-t-on quand on parle de la liberté d'expression? La différence entre la liberté d'expression et la liberté d'opinion? Ouais, là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Un petit quiz que vous pouvez retrouver sur un blog, il y en a plein en fait, il y a plusieurs quiz, il y a aussi sur les infos, etc. Qui s'appelle jeune-média-citoyen, je ne sais pas si vous voyez l'adresse de loin, mais après il y a un QR code, je crois qu'on pourra réafficher, comme dire, à la fin. Vas-y, tu peux descendre, on va aller direct au petit quiz, voilà. Alors, ça, l'exercice, on va en faire 2-3, c'est juste pour vous donner connaissance de ça, mais on va essayer de faire un petit peu collectivement, on va en prendre. Là, si tu veux, juste remonter un petit peu pour voir les consignes, voilà, que ce soit bien clair. Les réponses du quiz, c'est pas oui, non, je publie pas, c'est non, je ne publie pas, ce propos pour moi est une forme de discrimination. Je ne publie pas, ce propos est une incitation à la haine, etc. Ou ce propos est une insulte ou une injure. Oui, je publie, ce propos est une opinion. Je publie seulement si j'en ai la preuve. Alors, ça dépend voilà. Ça, c'est la diversité des questions, des réponses possibles. Donc là, on peut descendre. Vous avez un premier... Voilà, il faudrait faire passer des tests. Alors, juste pour avertir, si vous utilisez ce quiz-là, tout ce que vous allez voir dans les propositions du quiz sont des captures, quelquefois un petit peu maquillées pour cacher les noms, etc. Mais c'est des choses qui ont été glanées sur Internet et sur les réseaux sociaux. On n'a pas inventé pour l'exercice. Voilà. Tout ça existe. Donc c'est assez facile de faire un quiz quand on va chercher ce genre de choses. Il faudrait faire des tests génétiques avant de passer son permis de conduire. Qu'est-ce qu'on a comme proposition ? Oui, je publie, c'est une opinion. Non, je ne publie pas, c'est discriminatoire. Alors, qui vote pour c'est une opinion? Pour passer son permis de conduire, il faudrait faire des tests génétiques. Et la deuxième réponse, c'est je ne publie pas, c'est un propos discriminatoire. Il y a quelques mains levées, peut-être qu'on a un petit peu décroché. Non, voilà. En tout cas, j'ai vu plus de mains sur la deuxième proposition. Et quand vous cochez dessus, voilà, vous irez voir. En effet, c'est un propos à caractère discriminatoire. En droit, une discrimination, ça renvoie qu'est-ce qu'on met derrière le mot discrimination, est un traitement défavorable, soit généralement remplir deux conditions, être fondé sur des critères définis par la loi, le sexe, âge, etc., et relever d'une situation visée qui renvoie, comment dire,
un texte de loi. Donc c'est une discrimination. On ne peut pas refuser quelqu'un de passer voilà, sur des tests génétiques. On va en faire deux, trois autres. Voilà. Les femmes doivent être moins payées que les hommes. Je ne publie pas. Voilà. C'est une discrimination. C'est une opinion. C'est ce que tout le monde pense. Première réponse ou deuxième? Première réponse, c'est une... Je ne publie pas, c'est discriminatoire. Voilà. OK. On continue. Dieu n'existe pas. Oui, je publie, c'est une opinion. Alors, encore une fois, ce n'est pas le sujet, hein, que ce soit comme dire les femmes, le permis, la génétique, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le message est construit et si est-ce que ça relève plutôt de l'opinion ou de la liberté d'expression. Non, je ne publie pas, ce propos est une insulte ou une injure. Ah. Alors, qu'est-ce qui publie parce qu'elle pense que c'est une opinion? D'accord? Qu'est-ce qui ne publie pas, qui pense que c'est une injure? Vous pouvez la main. Alors, dans la petite... Ok, donc, même si toutes les mains ne sont pas levées, peut-être qu'il y a des indécis, hein, mais ça fait partie du jeu. Il y a davantage de mains levées sur « non, je ne publie pas, ce propos est une insulte, une injure ». Si on regarde les mots, ce qu'ils disent, si vous dites « tous les chrétiens sont des idiots », ça, c'est une insulte, ça, c'est une injure. Voilà. Mais si on dit « Dieu n'existe pas », c'est une opinion, et ça ne porte injure à personne et à aucune religion. En fait. Donc il y a quelquefois cette confusion sur des sujets qui on peut se sentir offensé pour des croyants, là, sur cet exemple-là. Et c'est là où quelquefois c'est un petit peu compliqué. Mais en soi, ce n'est pas du tout une injure, c'est une opinion. Et donc ça renvoie, comme dire, à la liberté d'opinion, de croire ou de ne pas croire, et des principes de la laïcité. Voilà. Mais ça ne vise aucune personne, en fait, le message. Hein. Personne ne dit dans le message que c'est... personne n'est touché, personne n'est visé. Ouais. Oui, vas-y, redis. Excuse-moi, j'ai pas... Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu différent. C'est une republication. Voilà. Mais après, sur une republication, à partir du moment où ça repasse par votre filtre, c'est passé par votre réseau social ou vos circuits personnels. Voilà. Est-ce que vous adhérez, en tout cas, vous pensez que c'est bien de le republier ou pas, même si ce n'est pas vous qui avez à l'origine publié. Voilà. On peut passer à la suivante. Si on peut cliquer même sur la réponse. Hein, ah, il n'y en a plus, on n'avait fait que cela. Pardon. Voilà, donc vous voyez, sur les frontières entre, quand on parle de frontières, tout à l'heure Pascal a parlé de frontières entre la vie privée et la vie publique, entre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, il y a des choses derrière ces mots-là, mais il y a encore d'autres frontières où nous on aime bien travailler. Moi personnellement, il y en a une qui m'intéresse beaucoup. C'est la frontière entre le gratuit et le payant. Ce qui est gratuit, ce qui est payant. Voilà. Instagram, c'est gratuit ou c'est payant? Fortnite, c'est gratuit ou c'est payant? Qui pense que Fortnite, c'est gratuit? Voilà. Mais il n'y a peut-être pas que des joueurs ou des jeux de vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui pense que c'est payant? Fortnite. Bah, c'est gratuit, mais même si c'est gratuit au départ, au moment de l'inscription, il y a un moment donné, c'est plus gratuit. Voilà. Mais même cette illusion-là, parce que rien que le fait, s'il vous plaît, rien que le fait d'être inscrit, en fait, voilà, sur un réseau social ou sur un jeu, il y a quand même l'utilisation des données personnelles, qu'à un moment donné, quelqu'un en fait quelque chose, mais la frontière entre
gratuit et payant. Voilà. C'est comme on parle de logiciels libres, ils sont généralement gratuits, parce qu'ils sont mis à disposition de tout le monde. Voilà. Mais la frontière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie derrière. Voilà. Oui, tu voulais prendre la parole. Ouais. Il y a une phrase qui dit quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, en fait. C'est surtout voilà. ça. Voilà. Et comment tu pourrais... C'est bien, ça va nous servir tout à l'heure pour des slogans. Par le biais de la publicité, c'est toi le produit, c'est plus le contenu que tu regardes, c'est la publicité, et tu deviens le produit parce que tu es le client de... Voilà. Et cette frontière-là, comme dire, elle est pas toujours extrêmement claire. Vous voyez, donc, dans l'utilisation des frontières ou des limites entre la vie privée et la vie publique, le gratuit, le payant, la liberté d'expression et autres, il y a nombreuses frontières qu'on peut interroger. En tout cas, elles sont de plus en plus floues. Hein. Et je ne vais pas parler des arnaques, etc., derrière, parce que c'est plutôt des stratégies. Voilà. On a une autre. Il reste 10 minutes. On se disait qu'on n'avait pas vous laisser sans faire un petit atelier pratique. On vous laisse 10 minutes pour réfléchir un peu sur tout ce dont on s'est parlé. Et puis, vous avez tous des papiers, des crayons. Vous pouvez faire ça en groupe. Mettre sur papier une idée, un slogan, un dessin, un texte que vous voulez. Pas forcément réutiliser quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais... mais voilà, qui pourraient être des idées pour améliorer les choses, des demandes qui pourraient être faites à des GAFAM, des politiques, et toute autre idée qui vous viendrait pour penser à un Internet un peu plus proche peut-être de l'utopie qu'on avait présentée en début de l'heure. Donc on se laisse 10 minutes et puis on vous propose de nous laisser les papiers si vous le souhaitez en partant. Voilà. Je redis les consignes. On vous laisse un slogan pour un Internet meilleur, mobilisant l'espace d'ouverture, de liberté et de paix. Genre format Twitter, c'est bien. Des trucs, messages courts que vous pourriez publier. Voilà. Ceux qui souhaitent en lire un ou deux, on leur donnera la parole. On les récupère et après on verra, on a un petit compte rendu à faire, on le mettra, comme dire, dans le compte rendu de l'atelier pour le mutualiser pour le forum. Voilà. Ouais, il y a une autorité, alors on est sans micro, c'est impressionnant. Donc je redis, oui, 10 minutes, vous écrivez vos slogans. Si quelques personnes ont envie de les partager, de les lire, voilà. Surtout si c'est drôle, il y a un peu d'humour, ça peut être très sympa. De toute façon, on les récupère, on les saisira et on les mettra dans le compte-rendu de l'atelier pour le forum. Et ça peut être à 2-3, hein. Vous avez une idée lumineuse, voilà, ou à 2-3, c'est bien aussi. Merci. Alors, on a des papiers crayons en plus. On a plus, du papier et des stylos pour ceux qui sont qui seraient en difficulté avec les... Apparemment, ils sont équipés. Dans un amphi, ça marche, ça va marcher. Tu sais quoi, la prochaine fois, j'utiliserai un outil pas libre, c'est pas grave. Un outil sur téléphone, c'est très bien, ça et puis ça affiche les résultats en direct. On n'en a pas un qui a mis son téléphone. Ouais. Comment? Est-ce que ça fait pas un peu Non, pas l'ordi, mais le fait est On peut faire... On va faire un petit peu... On peut prendre un petit des stylos. Il faut faire un tour pour parler lors des trous.
Oui, s'il veut se mettre en groupe par terre, là, il peut, c'est bien. Je sentais un petit malaise. Un petit malaise sur les questions. On a très peu levé la main. Et peut-être les bassins. Non, non, ça va. C'est bon? On n'a pas une petite corbeille à slogan? Une corbeille, c'est quand même difficile. On nous donne en partant? C'est ça? Ouais, ils vont donner en partant. Si tu veux faire la collecte. Ouais. C'est bon? Sur un petit bout de papier qu'on récupère, d'accord? En attendant, s'il vous plaît. Voilà, quelquefois on réfléchit mieux avec moins de bruit. Pendant que vous continuez à cogiter sur des slogans, vous affichez le petit QR code. Il y a plein de quiz comme ça. Si vous voulez voir la suite là, sur celui-ci, c'est sur la liberté d'expression. Il y en a, je crois, 20 ou 25 points pour tester ses connaissances sur la liberté d'expression. Voilà, c'est fait pour ça. Donc je vous laisse continuer. On a encore 2-3 minutes. Et puis, dès que vous avez sur un papier, voilà, on peut circuler avec Pascal et Théophile et récupérer vos slogans. Et puis on va arriver vers la fin de l'atelier. C'est dans 4 minutes. Donc s'il y a des slogans qui sont déjà utilisables, on va au récupérable. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée, n'avez pas d'idée. Hein. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais si on en a quelques-uns, ce serait sympa pour le forum. Les moins 3, on va leur dire. Alors, on va vous remettre entre les mains des gens qui vous ont accompagné. On a terminé l'atelier. S'il vous plaît. Bon, c'est l'heure du repas, on commence à... Merci beaucoup pour votre attention. On vient de discuter, on a dit qu'on était ravis, comme dire, de votre attention pour la durée sauf la dernière minute à l'approche du repas, mais ça c'est normal. Voilà. On vous remet en main des personnes qui vous ont accompagné. Et si vous souhaitez, pour ceux qui veulent contribuer au petit slogan qu'on publiera là sur le compte-rendu de l'atelier, vous pouvez le laisser en passant ici à Pascal ou à Théophile. Et puis en vous souhaitant une bonne journée de suite sur le forum. Merci beaucoup à vous.